Bonjour, c'est Corinne. Vous écoutez Remarquable. Bienvenue. Remarquable, c'est l'histoire et l'art en balade. Dans ce podcast, on pousse les portes de notre patrimoine, surtout les petites. On découvre des personnages et des histoires connues et moins connues. On admire le beau parce que cela nous met en joie. Le temps d'une balade, au cœur d'un site pour s'imprégner du lieu, pour mettre dans vos oreilles des choses à ne pas manquer. Allez, viens, je t'emmène. Pour la saison 3 de Remarquable, on met le cap sur la Normandie. Je vous emmène dans le Calvados pour une visite immersive de la ville de Bayeux. On se retrouve chaque vendredi pour découvrir les joyaux de la capitale normande en compagnie d'historiens locaux, tous aussi passionnants les uns que les autres. Au programme, la fameuse tapisserie de Bayeux, la cathédrale Notre-Dame et le vieux Bayeux. Pour ne pas manquer le prochain départ, c'est très simple. Il suffit de s'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Et pour m'encourager à poursuivre ce travail passionné, prenez une petite minute pour déposer des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. C'est très important pour moi de voir que vous êtes là et pour m'aider à faire découvrir ce podcast aux autres. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, on visite la cathédrale avec Aurélien Marie. Il nous amène à remarquer toutes les beautés de Notre-Dame. Sculptures, voûtes, vitraux et leurs jeux de couleurs, et le magnifique orgue 19e d'Aristide Cavaillé-Coll, celui-là même qui réalisa l'orgue d'une autre Notre-Dame, celle de Paris. Et ce n'est pas le seul point commun entre les deux cathédrales. Notre-Dame de Bayeux a subi plusieurs incendies et celui du XVIIe a été provoqué par une lampe à huile laissée par un ouvrier. Les dégâts sont colossaux, les parties hautes sont ravagées par le feu. Et pour reconstruire, on s'est posé les mêmes questions que pour Paris. On restaure ou on reconstruit ? Telle est la question. Donc Aurélien, je vous propose qu'on fasse un petit tour dans cette magnifique cathédrale. Très bien, et donc l'avantage c'est que là en marchant dans cette nef, on peut regarder au-dessus des piliers. On a différents éléments géométriques qui ont été ciselés au cours du XIIe siècle. Donc c'est des motifs de vannerie, des motifs géométriques, losanges, ça peut être circulaire en forme de cible ou autre. Et ça c'est un peu vraiment très original puisqu'on n'a pas d'autres exemples, en tout cas en Normandie et en France, de ce un peu libre cours aux sculpteurs pour mettre des décoratifs. Et on a surtout aussi au-dessus de chacun des piliers ce qu'on appelle des écoinçons. Ce sont des petits éléments sculptés, illustratifs, où on retrouve des scènes de la vie courante comme un dresseur de singes, un évêque, des chimères, donc avec le bestiaire médiéval. On retrouve aussi un homme ici qui dédouble sa barbe de façon très incongrue. C'est original et c'est très graphique et très visuel, et donc c'est une petite particularité ici à Bayeux. Oui, ce que je remarque, c'est que certains motifs là me font penser un peu à des motifs grecs d'un côté et puis des motifs orientaux de l'autre. Est-ce qu'il y a eu une inspiration ? Il ne faut pas oublier que dès l'époque romane et y compris antique avant, les échanges culturels, commerciaux, économiques sont très présents, et donc les influences on les retrouve un peu partout. Donc ici on peut retrouver ce type d'influence, on peut en retrouver aussi l'influence viking, puisqu'il ne faut pas oublier que les Normands sont les hommes du Nord, et ce sont directement issus de Rollon, le premier duc de Normandie en 911. Donc on retrouve encore toutes ces influences ici. D'accord. On continue ? Bien sûr. Et juste au-dessus donc des arcades romanes, on a les premiers niveaux gothiques, donc ce qu'on appelle en fait des frises quadrilobées, trilobées. Donc ce sont ces formes très spécifiques du gothique. Et ici une grande balustrade. Et le génie de l'architecte malheureusement anonyme de cette cathédrale gothique, a eu la bonne idée de faire qu'un seul niveau gothique au lieu de deux habituellement. Et ça va vraiment créer une mode
période qu'on verra beaucoup dans le style gothique rayonnant un peu plus tard, puisque ici à Bayeux, le style gothique est dit primitif, normand. C'est en fait la première région après Saint-Denis, là où le gothique va naître, mais ce gothique normand est primitif parce que c'est un petit peu le début de cette époque gothique dans sa construction. Comment on reconnaît le gothique normand ? Pour le Pas tout reconnaître, à il fait. faut quand même avoir l'œil, Ok. il faut connaître les périodes de construction et il faut réellement un œil très averti pour le reconnaître. Ce qui peut être intéressant en fait, c'est de définir les différents types de gothique. Il y en a qui sont très facilement reconnaissables. Par exemple, le gothique flamboyant, Oui. les ouvertures vont créer des flammes. Donc là, on comprend bien. Le gothique rayonnant, donc de très grandes ouvertures, très, très aérées, très lumineuses. Donc ça, c'est aussi assez simple. En fait, on passe pas d'un style à l'autre, c'est vraiment progressif. Et parfois, c'est une idée d'un architecte qu'il voit à un endroit et il va l'améliorer à un autre. Donc voilà, c'est difficile de l'expliquer. C'est pas aussi tranché qu'on pourrait s'y attendre. Complètement. Et d'ailleurs, on n'arrive pas du roman au gothique d'un coup. On ne s'est pas réveillé au XIIIe siècle en disant non, le roman, on en a marre, on passe au gothique. En fait, le gothique apparaît progressivement dès le XIe siècle et il va fleurir réellement au XIIIe. Mais voilà, c'est vraiment progressif. On apprend la question des charges, des poids, des ouvertures. Et l'homme va se magnifier de génération en génération pour créer les cathédrales gothiques. D'accord. Et le roman, je crois que vous ne m'aviez pas répondu tout à fait, c'est quelle période exactement le roman ? C'est à partir de quand ? Le roman apparaît autour du Xe siècle. Dixième ? Ouais, Xe siècle. Et c'est vraiment en Normandie, puisque en anglais on parle de style normand même. Et c'est un style qui va aller un peu partout en Europe. Et les Normands vont l'exporter aussi en Angleterre lorsqu'ils ont conquis justement l'Angleterre. Et on va le retrouver un peu partout outre-Manche. D'accord, ok. On poursuit ? Oui. Au-dessus de cette balustrade gothique, on a les grandes verrières de la nef qui vont permettre de baigner l'édifice de lumière. Et au-dessus, on a la voûte, donc une voûte à ogive. Cette voûte, elle a l'enjeu d'être à la fois résistante et en même temps légère. Donc c'est quand même une addition qui n'est pas forcément simple à réaliser. Donc elle est constituée de moellons de pierre, de chaux. Et surtout, elle n'est pas lisse, elle n'est pas sur le même niveau. Il y a une différence de plusieurs mètres entre la partie basse de la voûte et la partie haute de cette voûte pour déporter les poids de chaque côté, puisque c'est un élément uniquement esthétique. La voûte, elle n'a pas réellement d'intérêt en termes de portance, puisque c'est juste pour ne pas voir la charpente depuis la nef. Et pour le coup, ici, elle est relativement haute, 24 mètres, mais moins haute que celle par exemple de Beauvais qui a 48 mètres mais qui s'est effondrée puisque justement les hommes n'étaient pas encore en mesure de supporter techniquement ils ne savaient pas faire des voûtes à quasiment 50 mètres. D'accord, ok. En avançant un petit peu plus dans cette nef, on arrive quasiment au niveau du transept et on a une tribune, la tribune de l'orgue médiéval. Donc au XIIIe siècle, on va ajouter un instrument, donc un orgue, qui va être détruit par les protestants pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Et après le XVIe siècle, l'évêque décide la construction du grand orgue qui se trouve du coup derrière nous. Il faut se retourner, aller au-dessus de l'entrée de l'édifice pour voir ce buffet, donc la partie en bois qui date du XVIe siècle, et l'instrument, donc les tuyaux. Il y en a plus de 2000, puisque cet instrument est assez ingrat selon moi, puisqu'on ne voit pas le musicien jouer avec les 3 claviers, le pédalier, les différents jeux qu'il faut tirer, les registres pour activer ces multiples tuyaux. Et c'est un orgue ici du 19e siècle qui a été fait par Aristide Cavaillé-Coll, qui est le plus grand facteur d'orgue de son temps au 19e, qui a fait celui de Paris, Nantes, Caen et autres. Celui de Paris, Notre-Dame ? Tout à fait. J'espère juste que là le son ne va pas être trop fort de la musique. Donc là on est quasiment au niveau du transept, on est sur le dernier pilier
qui était une arcade d'ailleurs gothique qui a été refaite au 19e siècle suite à des gros travaux de restauration de la cathédrale. Et on a ajouté un écoinçon donc, qui n'est plus 12e mais qui est 19e siècle. Cet écoinçon, il représente la scène 23 de la célèbre tapisserie de Bayeux. C'est la scène centrale de la tapisserie puisque c'est le serment d'Harold sur les reliques de la cathédrale de Bayeux. Donc scène très importante puisque c'est Harold qui promet de laisser le trône d'Angleterre à Guillaume lorsque Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, va mourir. Et Harold à la fin donc ne tient pas parole. Ça va pas tenir sa parole, oui. Harold ne tient pas parole, il est parjure. Guillaume monte une armée, traverse la Manche, débarque à Pevensey, puis bataille d'Hastings et Harold meurt d'une flèche dans l'œil. Donc voilà, résultat divin, la justice divine a parlé. Donc quand on est parjure, on s'expose à cette justice divine et donc là pour lui la mort. D'accord. Donc c'est aussi, on retrouve cet écoinçon ici à la cathédrale parce qu'au XIXe siècle on redécouvre l'œuvre. Elle a eu une histoire mouvementée au XIXe siècle. Et en tout cas ici on se prend à avoir une vision romantique, on imagine que c'est la reine Mathilde, donc l'épouse de Guillaume, qui va broder la tapisserie tous les soirs, un peu comme l'Odyssée. Pénélope. Pénélope, voilà, qui attend tranquillement Ulysse. Donc voilà, c'est des éléments très romantiques qu'on retrouve ici. Et en tout cas, c'est un témoin privilégié dans la cathédrale. Et ça permet de faire le lien entre la tapisserie et la cathédrale, qui n'est plus visible aujourd'hui. La tapisserie, elle est dans un musée depuis le 19e siècle. Et à la base, la tapisserie de Bayeux, elle est faite pour être exposée 2 semaines par an, selon les estimatifs des historiens. La première quinzaine du mois de juillet, pendant la fête des reliques. Et en fait, la tapisserie fait à peu près 75 mètres de long. C'est vraiment la longueur parfaite pour faire un U dans la nef. Donc en fait, on va aller sur les piliers nord, on passe devant le transept et puis après, hop, on remonte sur la nef, les piliers face sud. Et donc là, ça fait un peu la première bande dessinée où on peut admirer la conquête de l'Angleterre par Guillaume. D'accord, donc en fait, ça a habillé toutes les arcades là. Alors ça a habillé, c'est une frise. Oui. La hauteur fait que si on mettait aujourd'hui la tapisserie dans l'édifice, ça nous paraîtrait très petit. D'accord. Donc c'était juste temporaire, un peu comme une exposition temporaire qu'on peut y trouver. Mais c'était quand même... la tapisserie fait partie du trésor de la cathédrale de Bayeux. Elle était entreposée dans la salle du trésor qui est au niveau du déambulatoire nord. Et le reste du temps, donc, elle est dans un coffre en bois qui est aujourd'hui conservé, encore visible dans cette salle du trésor. Et elle sort vraiment 2 semaines par an au Moyen-Âge. Et on estime que plus les siècles passent, moins on a cette habitude de la sortir, quoi. D'accord. C'était quoi le but en l'exposant 2 fois par an ? Réellement uniquement de magnifier le talent et l'audace d'avoir pu conquérir l'Angleterre, de traverser la Manche et de battre cette armée d'Harold, et de rappeler justement aux Bayeuxins que l'histoire de la Normandie est riche, prospère, etc. Donc ça va être aussi un élément de propagande politique. Oui. Quand en 1204 la Normandie est rattachée au domaine royal sous Philippe Auguste, c'est aussi de dire que l'histoire militaire de la Normandie est très importante. Et d'ailleurs Napoléon va se servir de la tapisserie de Bayeux de la même façon, puisque après la Révolution, il a connaissance de l'œuvre et il l'a fait venir à Paris, l'expose au Louvre. Et son but unique pour lui, c'est de dire à tout le monde, vous voyez, c'est possible d'envahir l'Angleterre et de les battre en traversant la Manche. Incroyable. Donc lui, on va avoir un échec dans ce projet-là, mais en tout cas, lui, Guillaume le Conquérant, a bien réussi. Oui. Et postérieurement, sur le fronton du monument du cimetière britannique, on retrouve ce clin d'œil à la tapisserie de Bayeux, où c'est indiqué, alors je ne l'ai plus littéralement, mais nous les vaincus, nous avons libéré la patrie du vainqueur. Oui, j'ai lu hier sur le site de la tapisserie. C'est vraiment intéressant de le mentionner. Je fais une petite pause pour vous dire que c'est bien cela. La phrase gravée en latin sur le fronton du mémorial britannique de Bayeux est, je cite, « Nous vaincus par Guillaume, avons libéré la patrie du vainqueur ». Ils ont quand même de l'humour et du fair-play, nos amis anglais. L'idée aussi à l'époque, c'est qu'effectivement, vous disiez, le peuple ne savait pas lire. Raconter une histoire sous forme de BD et d'images, ça permettait de faire passer les messages.
Complètement, faut imaginer donc que la tapisserie participe à ce récit par l'imagier, hein, puisqu'il y a des textes en latin qui sont inscrits, mais Ah oui, aujourd'hui, en tout cas à l'époque, le latin était utilisé uniquement par les clercs, et en tout cas par les lettrés, pardon. Et ensuite, l'image, ça va être les peintures, ça va être les vitraux, et les édifices, les églises notamment en campagne sont vraiment beaucoup peints. Les vitraux sont très parlants aussi. On l'a un peu moins dans la cathédrale puisque c'est un peu l'église de l'évêque. Il y a beaucoup plus de lettrés qui vont y être. Mais sinon, effectivement, l'image est très importante dans le catéchisme. bien sûr. Encore une petite pause. Dans l'épisode 1 sur la tapisserie de Bayeux, Martin Bostal nous disait ne pas être tout à fait en accord avec cette analogie entre la tapisserie et la bande dessinée. Il nous expliquait que, selon lui, c'était davantage une œuvre de mémoire destinée à l'aristocratie. On voit que la question n'est pas vraiment tranchée. Donc là, on va descendre les marches. Donc c'est les deuxièmes marches qui nous permettent d'accéder au transept, puis après au chœur. Et on a sur notre droite en fait un pilier qui nous semble être un pilier comme les autres, sauf qu'en réalité c'est un pilier qui n'est pas du XIe siècle mais du XIXe siècle, puisque la cathédrale de Bayeux a connu de très gros travaux de restauration, puisque la tour centrale a failli s'effondrer. Faut imaginer qu'en fait à l'époque romane, la cathédrale n'a pas de tour centrale. Il y a uniquement 2 tours de façade et les piliers du transept n'ont pas été faits pour supporter une tour centrale. Sauf que pendant l'histoire de l'édifice, on a rajouté une tour centrale dès le XVe siècle. On a donc mis une première tour centrale au XVe siècle, qui était un dôme en plomb. Ce dôme en plomb, en dessous, il y avait quand même un niveau en gothique flamboyant. Mais ce dôme en plomb va brûler suite à soit un orage, puisque la foudre est motif d'incendie, ou alors il y a une histoire qui raconte aussi que c'est un ouvrier qui travaille avec un brasero sur la charpente en bois, et il met le feu accidentellement à la charpente en bois. Donc c'est un incendie qui ressemble beaucoup à celui qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris il y a quelques années, parce que l'ouvrier qui travaillait avec un brasero donc a mis le feu à cette charpente en bois. Le dôme en plomb a fondu, a brûlé complètement et s'est effondré sur la nef. Et aujourd'hui la nef, quand on visite les parties hautes de la cathédrale, on a une charpente du chœur qui est bien XIIIe siècle, alors que la charpente de la nef est elle, pour le coup, fin XVIIe. Donc cet incendie est très important, c'est malheureusement pas propagé partout, n'a pas détruit la voûte, mais ça a endommagé fortement l'édifice. On a du coup l'évêque à l'époque n'a pas posé la question de savoir si on refaisait à l'identique ou si on innovait, puisque l'innovation était de mise à l'époque, hein, on veut qu'on se souvienne de soi. Donc du coup les évêques ont tendance à agrandir, à magnifier différents éléments. Donc à l'époque on est sous Monseigneur de Némon. Némon, c'est un évêque sous Louis XIV à peu près, et il va construire un dôme en pierre, un dôme en style classique. Malheureusement très lourd, et ça a provoqué la faiblesse des piliers du transept qui menacent d'effondrer. Et ça, on le voit réellement au XIXe siècle, lorsqu'on va supprimer le jubé, cette séparation entre le chœur et la nef. Eh bien, on se rend compte que des fissures très importantes et que les piliers sont prêts à céder. Donc on a différentes commissions qui vont venir ausculter l'édifice pour voir s'il est possible de restaurer. Et Viollet-le-Duc lui-même vient ici à Bayeux, est très alarmiste, à raison, puisque effectivement l'état est préoccupant, mais il y a aussi cette vision qui est très clivante chez Viollet-le-Duc, c'est qu'il a une vision du patrimoine très précise, celle du gothique, et quand un édifice est majoritairement gothique du XIIIe siècle, il considère que tout doit être en gothique du XIIIe siècle. Et donc du coup, pour lui, le niveau en classique, le dôme classique n'a rien à faire là. Donc lui, il demande la démolition. Et il est entendu, puisque très prestigieux, vu le duc par le Second Empire, on est sous Napoléon III. Oui. Et le ministre Fortoul, qui était le ministre des cultes et de l'instruction publique. Et bien la démolition débute au milieu du XIXe siècle, et on va supprimer ce dôme en pierre. Là, la population, elle se soulève, elle est contre cette démolition du dôme en pierre, il y a un attachement fort à son patrimoine.
Et il y a une délégation municipale qui va au Sénat rencontrer les sénateurs à Paris. On tente de rencontrer l'empereur et les travaux de démolition vont se stopper. Donc on a conservé le niveau gothique flamboyant du XVe siècle qu'on peut voir encore aujourd'hui. Ouf. Soulagement pour la population. Absolument. Et pour nous aussi, ça aurait été dommage. Complètement. La contrepartie, en revanche, c'était que la population et le clergé, le diocèse devait payer un tiers des travaux. Donc des sommes importantes. Donc c'est des tractations. Hein. Il y a eu des négociations qui ont lieu, un peu comme aujourd'hui. Et il a fallu que l'évêché s'engage à financer un tiers des travaux au XIXe siècle. Donc c'est considérable. Hein. Et pour ça, l'évêque fait des mandements et va organiser une souscription pour financer d'abord donc, la restauration. Donc ces mandements participent au financement de la restauration en sous-œuvre, donc d'aller rechercher des fondations très importantes. Donc il faut imaginer qu'on a creusé sous les piliers, on a été chercher à 10 mètres des fondations solides, on va couler donc, du béton à l'intérieur, et on a comme ça après fait un système d'étaiement, donc d'échafaudage massif dans toute la cathédrale pour supporter le poids des hauteurs. Et ensuite supprimer les piliers et en refaire des nouveaux. Donc aujourd'hui, les piliers qu'on a ici sont du 19e et pas du 13e siècle. Donc une fois qu'on a fait la restauration sous œuvre, ça veut dire que le bâtiment il est hors de danger. Oui. On se pose la question de comment on va maintenant redécorer, remanifier, reconstruire l'édifice. Ici, il y avait plusieurs parties prenantes. Donc on est sous le Second Empire, la cathédrale est déjà classée au titre des monuments historiques. Il y a différents protagonistes qui vont donner leur avis. Il y a les habitants déjà, il y a l'évêché, le clergé, et il y a l'État. Viollet-le-Duc, lui, met son veto sur une reconstruction identique parce que lui, le style classique rompt complètement avec l'harmonie générale du lieu. Donc il veut du gothique, il veut une flèche. Typiquement, il veut une flèche gothique. La population, elle veut l'identique. Elle veut retrouver l'aspect qu'ils ont connu depuis des décennies et des siècles. Et le clergé, finalement, va opter pour un entre-deux. Il y a des tractations qui sont un peu en coulisses qu'on ne retrouve pas en fait dans les archives, puisque dans les archives, on a fait un concours. Un peu classique, hein. On a eu des réponses, une quinzaine de réponses, sauf que le dossier gagnant n'a pas été gagnant jusqu'au bout, puisqu'on n'a pas été jusqu'au bout de la procédure. Et en fait, c'est un mix entre Viollet-le-Duc, l'idée de Viollet-le-Duc et ce que voulait la population qui a été choisi, c'est-à-dire refaire un niveau en gothique flamboyant et couronné d'un dôme, un dôme en cuivre avec des pinacles gothiques, des éléments bien caractéristiques du gothique 13e. Donc on a fait du néo-gothique à l'époque du 19e siècle, et au final on a contenté un peu tout le monde. D'accord, ok. Donc là, il y a un réel parallélisme avec ce qui se passe à Paris aujourd'hui, et en tout cas, il est certain que depuis la Révolution, date où l'État devient propriétaire du patrimoine, on est plus dans une restauration que dans la création. Mais en tout cas, à l'époque médiévale, jamais on recopiait, on faisait quelque chose de nouveau. Ça, c'est réellement ce qu'on peut retirer très fortement de l'histoire de la cathédrale de Bayeux, qui a connu des transformations très régulières après incendie, destruction ou même des choses volontaires. Là d'ailleurs aujourd'hui il y a encore des travaux, on entend un petit peu le chantier, ils font quoi aujourd'hui ? Alors l'avantage de ce chantier, c'est que pour le coup on est quand même dans de la création, puisque ici au 18e, 19e siècle, les vitraux colorés disparaissent sans trop qu'on connaisse la raison. Et faute de moyens, les vitraux ne sont pas remplacés. Donc on a des vitraux, des verres blancs qui ont été endommagés par les tempêtes. Donc on a des éléments aussi en plexiglas ou autre. Et donc ça fait c'est la 3e année de travaux. Sur 6 ans, il y a 6 faces donc dans les transepts, 3 de chaque côté, au nord et au sud. Et donc là, on est dans la dernière phase au sud. On refait donc des vitraux. Mais on ne fait pas uniquement des vitraux. On refait aussi tout le réseau de maçonnerie, des éléments en pierre qui vont permettre en fait d'accueillir ensuite les vitraux. Et donc là, il y a eu un processus de commande publique avec candidat, et c'est Véronique Joumard, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur la lumière, qui a été retenue avec un travail admirable qui en fait permet de lier la sauvegarde de la luminosité très importante naturelle. Donc le soleil rentre facilement. Par contre, on va apporter de la couleur. La couleur, on l'apporte par 2 éléments. On l'apporte à la fois
en partie très haute du vitrail, sur des trilobes, par des verres dichroïques. Donc c'est un processus qui permet de voir une transformation de la couleur en fonction de l'emplacement de la personne qui regarde. Donc si je regarde et que je me décale de 5 mètres sur la droite ou 5 mètres sur la gauche, la couleur va varier. Elle peut passer plus jaune, plus orangée ou plus rougeâtre. Donc ça c'est le premier élément, et surtout c'est un verre qu'on va très bien voir d'une façon à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'édifice. Donc là on change parce qu'effectivement un vitrail, quand on est à l'extérieur on ne le voit pas. Donc avec ce système du 21e siècle, on va voir vraiment quasiment un vitrail de chaque côté. Donc ça c'est une grande richesse. Et en dessous, on a en fait donc des verres blancs dans lesquels ont été incrustés des cristaux de baccarat qui vont en fait faire réfracter la lumière et créer en fait des arcs-en-ciel sur les piliers. Donc ça, on le voit par jour de beau temps, et en Normandie, c'est quasiment tous les jours. Et bien avoir ces éléments de couleur qui vont pénétrer dans l'édifice sans pour autant l'obscurcir, puisque l'inconvénient des vitraux colorés, c'est le cas par exemple des cathédrales comme Chartres, hein, c'est magnifique les vitraux, mais la contrepartie c'est que c'est très sombre. Et donc là on voulait garder le côté très lumineux de l'édifice. Donc là en fait sur les phases, il y a deux choses à distinguer. Donc sur les 6 ans de travaux, il y en a 2 qui sont sur des phases qui ne sont pas des créations. Donc le vitrail que là on voit en face, ce sont des évêques, c'est un vitrail du 19e siècle. Donc ici, nous sommes dans le chœur et on regarde ces vitraux dans le transept, chantier très important, peut-être le plus important en France sur le vitrail, voire même en Europe peut-être. Donc sur les 6 ans de travaux, il y en a 4 qui vont se consacrer à refaire en fait un réseau de maçonnerie sur le vitrail, puisque c'était des grandes baies gothiques complètement ouvertes. Et donc on a recréé en maçonnerie beaucoup d'éléments en pierre. Donc là c'est un travail très important de sculpture par des entreprises spécialisées, où dedans en fait pour bien relier les éléments en pierre, on va couler du plomb pour résister au vent, hein, c'est très important à de telle hauteur. Et donc c'est une création très forte puisque l'artiste sélectionné sur concours, Véronique Joumard, joue beaucoup sur la lumière. Donc on a à la fois donc, ce qu'on appelle des trilobes et quadrilobes dans lesquels on a des verres dichroïques. Ce sont des verres qui changent de couleur en fonction de la position du soleil et de la position de ceux qui regardent. Et en fonction de là où on se trouve, sur ces vitraux, si on le regarde au centre, on va le voir par exemple orange. Si je me décale de 5 mètres sur la droite, je vais le voir jaune. Si je me décale de 5 mètres sur la gauche, je vais le voir rouge. D'accord. Donc la couleur va évoluer de façon assez forte au gré des journées. Et ce sont aussi des verres qui vont me permettre d'être vus à l'extérieur. Donc là, on va avoir un peu double effet positif. De l'extérieur, on va aussi voir des choses très intéressantes. Et donc ça, c'est des phases, ça dure 1 an par face. Donc il y a 4 faces, donc 2 dans chaque transept. Et la dernière face, une au sud et une au nord, ce sont des vitraux anciens du 19e siècle qu'on restaure aussi. Donc là, c'est à la fois de la restauration et de la reconstruction. Et donc on fait rentrer aussi l'édifice dans le 21e siècle. D'accord. Puisque là, on n'a pas reproduit, on ne savait pas à quoi ressemblaient les vitraux à l'époque. Donc on fait quelque chose de complètement neuf. Donc on reste dans l'histoire de l'édifice, c'est-à-dire qui a été transformé à chaque siècle. Exactement. Si on peut garder l'idée d'une cathédrale, c'est de ne pas dire la Bayeux n'est pas une cathédrale du XIIIe siècle. Elle est une cathédrale majoritairement en gothique du XIIIe siècle, mais elle a connu des transformations au XIe, au XIIe, au XIIIe, XIVe, XVe, etc. jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on est créateur dans l'histoire de l'édifice puisqu'on va créer des vitraux neufs. Donc il y a des siècles plus importants que d'autres, le XIe, le XIIIe, le XVe, le XIXe et peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais voilà, chaque siècle avait l'envie de marquer un peu de son temps l'histoire de l'édifice. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à Bayeux ou
On voit ça dans toutes les On cathédrales. voit ça partout dans les cathédrales. Il y a D'accord. aussi beaucoup de concours entre les évêques au Moyen-Âge, Oui. un peu comme aujourd'hui avec nos gratte-ciels. À l'époque, Ouais. chaque évêque voulait la cathédrale la plus longue, la plus haute. Ici, à Bayeux, on a voulu faire la plus grosse cloche. On l'appelle la Neuchâtel, donc c'était du nom de l'évêque. On est au XVe siècle. Il voulait faire une cloche de 14 tonnes. Donc il faut imaginer un beffroi, donc cette partie en bois pour supporter la cloche massif. Donc on l'a fait, sauf qu'au bout de quelques semaines, on s'aperçoit que le beffroi commence à fissurer et qu'il faut démonter. Et avec le métal, on en a fait plusieurs autres cloches. D'accord. Donc vous voyez, chaque évêque avait quand même envie de Marquer son temps, quoi, son temps, son épiscopat. Et ça marche, Ouais. puisqu'aujourd'hui, on parle de la tour de Nesmond, on parle de la cathèdre de Rochechouart, par exemple, une grosse cathèdre en bois, on parle de la tour d'Harcourt. Donc en fait, c'est le nom des évêques. Et, D'accord. on conserve, en fait, donc ils ont réussi. L'évêque le plus connu ou le plus représentatif de la cathédrale, est-ce que c'est Odon ou pas du tout? Plutôt pas. Il est plutôt célèbre parce que son frère était Guillaume le Conquérant, Oui. mais c'est quand même l'évêque bâtisseur de la cathédrale romane, donc c'est quand même important. D'autres évêques célèbres, ça va être Philippe d'Harcourt au XVe siècle, qui est aussi patriarche de Jérusalem, donc un titre très important, et il va construire une tour centrale. Il y a Nesmond aussi, qui est un évêque qui a fait un dôme. Donc on a comme ça différents évêques bâtisseurs. Nicolas Abar aussi au XVe siècle, qui va refaire un orgue, une bibliothèque, le début de la tour centrale. Donc voilà, il y a des évêques effectivement plus marquants que d'autres. D'accord. Mais ça correspond aussi à des époques où c'était florissant au niveau économique, pas de guerre, parce que dès qu'il y a des guerres, l'argent ne va plus pour les cathédrales, il va pour faire la guerre. Donc c'est des contextes aussi très différents. Voilà. On est en plein milieu du chœur, donc là on a le maître-autel juste en face de nous avec une orfèvrerie très intéressante qu'a fait par Caffieri, un orfèvre canet. Il y avait 2 éléments, cette orfèvrerie, il y en avait 2 exemplaires, un à Bayeux ici et un à Paris, Notre-Dame, qui a été pillé à la Révolution. Ah bon. Donc là on a l'orfèvrerie bayeuxaine, et ce chœur en fait c'est vraiment un bijou parce que on est sur des éléments très feuillagés, très finement sculptés, mais très épais. Il y a une masse de pierre considérable. Cette pierre très blanche, cette pierre de Creully, proche de la pierre de Caen. Assez peu de lumière dans le triforium, c'est l'espace central du chœur, mais en tout cas, on en ressort des détails architecturaux très fins. Et ce chœur va donner pas mal de copies après. On va s'inspirer du chœur de Bayeux un peu partout en Normandie. Nous sommes maintenant au niveau du chœur avec ces stalles sculptées en bois de chêne. Alors les stalles, ce sont des rangées de sièges qui sont liés les uns aux autres et alignés le long des murs du chœur des cathédrales. C'est là que s'installent les religieux. À Bayeux, ce sont des chanoines. Alors, ce n'est pas des moines ici, ce sont des chanoines. Donc la différence entre moines et chanoines, c'est que les moines vivent en communauté, souvent on fait vœu de pauvreté, alors que ici les chanoines, c'est un collège de religieux rattachés à la cathédrale qui vont régir en fait l'administration temporelle, cultuelle, gérer leurs affaires, leurs terres, puisqu'ils n'ont pas fait vœu de pauvreté, eux. Ils vivent pas en communauté. Ils ont des terres, qui font fructifier, ils ont des maisons, et effectivement, donc ils vont par contre, lire les prières et être présent aux différents offices. Et ils s'installent dans les stalles. Ici, ce sont des stalles du XVIe siècle qui sont en 3 parties en fait. C'est du mobilier un peu démontable en kit. Et il faut imaginer que le chapitre de la cathédrale de Bayeux a été jusqu'à peu près 50 chanoines, 48. Donc c'est considérable. Bayeux était une ville religieuse très importante. Il n'y a pas de cathédrale à Caen, par exemple. Le pouvoir religieux est à Bayeux. Le problème, c'est que Bayeux a perdu son pouvoir politique sous Guillaume le Conquérant et a perdu son pouvoir économique après l'incendie très important en 1105. Et donc le pouvoir politique et économique est allé sur Caen. Donc c'est pour ça qu'on a une très grande cathédrale massive, magnifique, dans une ville plutôt petite, mais bourgeoise. C'est une cité épiscopale. Exactement, c'est là où réside l'évêque. Jusqu'à la Révolution, c'était l'évêque de Bayeux. Et depuis le 19e siècle, c'est le diocèse de Bayeux et Lisieux, puisqu'il y a eu un rattachement de différents évêques. On a repris les limites géographiques des départements. D'accord. Donc ça, c'est aujourd'hui maintenant le diocèse de Bayeux et Lisieux. Mais la cathédrale, le siège de l'évêque,
est bien ici à Bayeux. Bien ici. Alors, vous parlez de Lisieux, donc je pense à Sainte-Thérèse. J'imagine qu'il y a une Sainte-Thérèse dans cette cathédrale. On a une relique de Sainte-Thérèse. Oh, dans- montrez-moi ça. Donc elle est dans une des chapelles des bas-côtés, quasiment près de la chapelle axiale, dans une des chapelles du déambulatoire au nord. On peut aller la voir? On peut aller la voir, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on sorte, non? On va Ah, sortir non. par, de l'autre- Ah, ok. par l'arrière. Vous avez vos Le passage. petits passages secrets? Ça s'ouvre pas? C'est assez spécial parce que Ah, merci monsieur. c'est souvent le plus simple. Merci. Merci beaucoup. Alors là, nous sommes dans la chapelle de Sainte-Thérèse. Oui, les chapelles, elles ont été rajoutées au XIIIe siècle et avant, les reliques, donc pas celle de Sainte-Thérèse, puisque bien évidemment elle n'est pas du Oui. XIIIe siècle, mais les reliques étaient entreposées dans la crypte, comme le trésor. Et au XIIIe siècle, on a créé ces chapelles du déambulatoire et on a installé les reliques. Ce qui est bien qu'on a muré en fait la crypte et on l'a oubliée. Et ensuite, les reliques ont évolué. Pendant les guerres de religion, on a beaucoup de reliques qui ont été détruites et on a rajouté au fur et à mesure des siècles d'autres reliquaires. Donc c'est le cas de Catherine de Lompré, Catherine Saint-Augustin, qui est une sainte qui a créé l'Hôtel-Dieu à Québec, par exemple. Et on a ici effectivement une chapelle dédiée à Sainte-Thérèse qui est venue ici à Bayeux demander à l'évêque l'autorisation de pouvoir s'engager. Rentrer au Carmel. Exactement. Tout à fait. Alors c'est quoi comme relique? On sait en général ou pas? C'est un élément de doigt. Alors, relique de Sainte-Thérèse. C'est une phalange. Voilà, relique de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, offerte par le Carmel de Lisieux, dernière phalange d'un petit doigt. Ok. Ouais. Bon. Là, il y a la photo de ses parents. Âgée de 14 ans, Thérèse vient avec son père demander à Monseigneur Hugonin l'autorisation d'entrer au Carmel. Voici comment elle raconte sa venue à Bayeux. Il pleuvait à verse quand nous arrivâmes à Bayeux. C'est à la cathédrale que commencèrent mes misères. Monseigneur et tout son clergé assistaient à un grand enterrement. L'église était remplie de dames en deuil et j'étais regardée de tout le monde avec ma robe claire et mon chapeau blanc. J'aurais voulu sortir de l'église, mais il ne fallait pas y penser à cause de la pluie. Papa, avec sa simplicité patriarcale, me fit monter jusqu'au haut de la cathédrale. Enfin, je pus respirer à mon aise dans une chapelle qui se trouvait derrière le maître-autel et j'y restai longtemps, priant avec ferveur en attendant que la pluie cessât et nous permit de sortir. En redescendant, papa me fit admirer la beauté de l'édifice qui paraissait beaucoup plus grand étant désert. Mais une seule pensée m'occupait et je ne pouvais prendre de plaisir à rien. Alors peut-être que c'est cette chapelle qu'elle voyait justement? Je ne pense pas, je Non. pense qu'elle était dans la chapelle axiale, qui D'accord. est 2 chapelles plus loin, qui est D'accord. la chapelle Notre-Dame, puisque c'est un endroit qui est assez propice pour la prière. Donc voilà, je pense que c'est plutôt dans cette chapelle-là qui est mentionnée dans son récit. Dans son récit. Là, nous descendons dans la crypte. Donc là, c'est vraiment le vestige du XIe siècle. Attention la tête. Ça résonne encore plus, L'acoustique est complètement différente, l'hygrométrie aussi, c'est beaucoup plus humide. bien sûr. Cette crypte, donc, c'est un témoin visuel très important du XIe siècle, avec ses piliers très caractéristiques du XIe siècle, avec donc, des chapiteaux romans qui sont ici surplombés en plus de peintures sur le début de cette voûte. Ce sont des anges dits musiciens, mais qui ont été rajoutés
Au XVe siècle. Faut dire qu'au XIIIe siècle, on a muré la crypte parce qu'on avait le trésor ici, on avait les reliques, on les a supprimées, on les a mis ailleurs. Ce qui fait que on a muré cette crypte sans trop qu'on sache pourquoi, parce que ça reste une chapelle. C'est la chapelle sous terre. Et il faut attendre 1412 pour le décès de Jean de Boissé, qui était un évêque. Et Jean de Boissé, en fait, on a à la trace une ouverture là qu'on a au-dessus de nous. On a creusé la tombe de l'évêque ici et on a redécouvert la crypte. Et donc, du coup, on a gardé l'ouverture et on a inhumé Jean de Boissé ici dans cette crypte. Et au moment de cette redécouverte, on a eu ces peintures, ces anges musiciens qui ont été peints. Donc on a des luttes, on a violon, etc., des instruments de musique typiques de l'époque médiévale. Donc très très bien conservé tout ça. Et oui, justement, j'allais vous poser la question, ça a été restauré, non ? Ça a été restauré il y a 4-5 ans maintenant. Parce que les couleurs sont vives. Mais l'état est bien conservé. Il fait assez sombre ici. La lumière est assez douce quand même malgré tout. Le nombre de luxe n'est pas très important, donc la conservation se fait dans de bonnes conditions. D'accord, mais l'humidité ne génère pas de champignons qui attaquent les peintures ? Non, l'avantage pour les cathédrales, c'est qu'elles sont propriété de l'État et l'État prend soin de son patrimoine, en tout cas les cathédrales, et ce qui fait qu'elles sont surveillées très régulièrement. Et donc, du coup, il y a toujours si jamais il y a un champignon qui commence à apparaître, on peut faire des traitements curatifs assez rapides. Mais voilà, elles sont là depuis le XVe siècle, et pour autant, à l'époque, l'hygrométrie était la même et il n'y a pas eu de souci pour venir jusqu'à nous. Donc, je pense que c'est plus résistant qu'on pourrait le croire. croire. Et c'est un gisant de qui, ici ? Alors, c'est Gervais de Larchant, il n'est pas très célèbre, il était juste soudoyen, donc c'était un peu le troisième personnage au XVe siècle de l'évêché. C'est sûrement peut-être lui qui a financé les travaux de redécoration de cette crypte, et il a eu l'honneur de pouvoir se faire inhumer. Donc on voit une fresque, son gisant, donc les deux font ça s'appelle un enfeu. Malheureusement, il a été décapité, démembré par les iconoclastes pendant la guerre de religion. Mais on a encore beaucoup de polychromie. Cette peinture, on a du rouge, du bleu, du vert, du orange. Et ça date de l'époque, c'est pas restauré. Complètement, ça n'a pas été restauré. Et sur la fresque, on le voit en tenue de chanoine, qu'on appelle aussi l'omus sur le bras, ce châle qu'ils portent sur le bras quand ils se font représenter. Et on a la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, et dessus on a un phylactère, une inscription latine qui dit « Mère de Dieu, priez Dieu pour moi ». Donc là c'est vraiment une scène funéraire plutôt classique et très très bien conservée. Oui, absolument. C'est très joli. Et donc quant à la salle du trésor, on ne la visite pas ? Elle est fermée habituellement. L'Office du tourisme fait des visites régulières. Mais c'est une porte blindée, il faut y montrer patte blanche pour pouvoir y rentrer. Bien sûr. Et puis là, d'accord. J'ai pas la carte, quoi. Vous n'avez pas la carte. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette salle du trésor ? On peut y voir le coffre en bois qui abritait la tapisserie de Bayeux. Donc ça, c'est un élément important de ce salle du trésor. On y trouve aussi un magnifique coffret en ivoire du XIIe siècle. Il ne faut pas oublier que les Normands avaient un royaume en Sicile. Il y avait beaucoup d'échanges commerciaux, et là c'est un coffret en ivoire quasiment unique au monde. Donc il est en ivoire et en argent ciselé. Et on y retrouve des éléments très arabes en fait dans le style, avec des pierres précieuses aussi incrustées dessus. Donc c'est vraiment un magnifique élément. Et il appartenait à qui, ce coffre ? À l'évêque. Il a dû être peut-être reliquaire à un moment donné de son histoire. On a aussi un meuble unique, c'est un meuble reliquaire qui a été utilisé à la Révolution comme chartrier, un meuble 15e qui a ensuite été peint sur bois avec des éléments sur les reliques, les transports de reliques. Donc c'est un meuble magnifique qui a été fait pour le lieu. Et d'ailleurs, il n'a pas de pied sur l'arrière puisqu'il repose sur une marche à l'arrière du mur, et il a des pieds que sur l'avant.
Donc ça, c'est 3 belles pièces à voir. Enfin, surtout le coffre, j'imagine, Le qui a coffre est hébergé. magnifique. On a aussi beaucoup d'orfèvrerie, des calices. Il y a des éléments en pierre qui ont été retrouvés au fond d'un puits, par exemple. On a des éléments comme ça remarquables de l'histoire de l'édifice qui sont entreposés dans ce trésor. D'accord. Donc en fait, il faut se renseigner auprès de l'Office du tourisme pour suivre une visite guidée. Exactement, elles sont organisées régulièrement pendant les vacances scolaires, davantage d'ailleurs. Mais c'est un lieu qui est accessible assez régulièrement. Ouais. Merci beaucoup Aurélien pour cette visite Avec et toutes plaisir. vos connaissances Merci à partagées avec nous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Il y a 1001 raisons d'aller visiter Notre-Dame de Bayeux. Admirer les reflets que fait la lumière à travers les 8 vitraux réalisés par Véronique Joumard. Descendre le double niveau des marches, unique en France. Contempler le mariage du style roman et gothique, magnifique. Visiter la chapelle souterraine avec ses anges musiciens. Imaginez la tapisserie de Bayeux orner la nef. Des visites guidées de la cathédrale sont proposées par l'Office de tourisme. Elles permettent de visiter des parties qui ne sont pas accessibles à la visite libre. La salle du trésor, par exemple, qui héberge notamment le coffre de la tapisserie de Bayeux, et la salle du chapitre, avec son sol du XVe siècle en carreaux en terre cuite émaillée. On peut en voir encore certains. Il y a aussi un labyrinthe marqué au sol, un élément qui permet aux chanoines de réfléchir au chemin à emprunter pour arriver au centre, donc au paradis. Ça, c'est très symbolique. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir cette fois la ville de Bayeux. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller encore plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci, à très vite.